Bonsoir. Presque 32 ans déjà que tourne le générique de Actualité Hebdo avec des visages cultes et des voix repères qui l'ont imposé comme grand-messe du dimanche. Alain Bélibi, Didier Oti, Norbert Elundo Ngama, Adel Mbala et bien sûr Ibrahim Chérif. On ne remplace pas de tels personnages, vous en convenez, on leur succède tout simplement et tout modestement. D'où cette entrée tout en hommage au moment où nous intégrons ce Centre de l'actualité questionné. Centre de l'actualité pour continuer avec vous l'aventure du monde comme il va, le monde qui se renouvelle et Actualité Hebdo également. Bienvenue à cette édition. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Le marché mondial est exsangue du fait des complications de la pandémie à coronavirus en 2020. Annus horribilis. L'effondrement du prix du baril du pétrole noircit les perspectives de relance. Les échanges internationaux sont grippés. La crise sanitaire s'est métamorphosée tout simplement en crise économique. L'Afrique et le Cameroun, bien que résilients, n'en sont pas épargnés. Au contraire, pour notre pays, la récession nous renvoie près de 30 ans en arrière, selon les préconisations du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Tenez d'ailleurs justement pour quelques indicateurs du secteur privé en 2020. 97% des entreprises négativement impactées par la pandémie, 26% de baisse des chiffres d'affaires par rapport à 2019, 520 milliards de francs CFA de pertes en recettes fiscales, 54 000 salariés à plein temps mis au chômage technique et près de 14 000 licenciés. Tels sont les indicateurs en ce début d'année 2021, qui est aussi marqué par la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et la mise en service de la zone de libre-échange continentale africaine, un marché d'environ 1,2 milliard d'individus qui cristallise donc les espoirs des pays africains comme le Cameroun. C'est donc dans ce contexte que s'exécute le budget de l'État officiellement lancé le 12 janvier dernier par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, invité de cette édition d'Actualité Hebdo. Louis-Paul Motazé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Actualité Hebdo. Merci beaucoup. Merci. Dites-nous, Monsieur le ministre, quel est l'état de santé financière du Cameroun en ce début d'exercice 2021? Bien, on peut voir les choses des deux côtés. Vous avez parlé de la pandémie, du coronavirus. Cette pandémie vient s'ajouter à d'autres crises qui étaient déjà là et qui n'étaient pas résorbées. Je vous souviens qu'il y a eu une crise dans les années 2015 et on avait peur d'une dévaluation du franc CFA. Grâce aux mesures qui ont été prises par le président et ses pairs d'Afrique centrale, nous avons conjuré un peu cette crainte-là. Vous connaissez Boko Haram, vous connaissez la crise du nord-ouest et du sud-ouest, etc. Donc la pandémie du coronavirus est en fait venue s'ajouter à une situation qui déjà n'était pas très bonne. Donc lorsqu'on dit ça, on dit la situation, elle n'est pas bonne. Bien, mais on peut également dire, et vous avez parlé de résilience, on peut également dire que Dieu merci, le Cameroun résiste. Des mesures ont été prises par le gouvernement et grâce à ces mesures, nous tenons. Quand je dis nous tenons, parce que nous savons quand même ce qui se passe de par le monde et je peux vous dire que la situation du Cameroun n'est pas la pire. Monsieur le ministre, parlons un peu des priorités de ce budget. Et il y a un terme qui revient avec emphase, l'import-substitution. À quoi renvoie cet import-substitution dans l'idée du gouvernement? Oui, il faut bien comprendre que la vie d'une nation, c'est comme la vie des individus, c'est un fleuve. Hein.
Et à chaque fois, il faut savoir s'arrêter pour jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire. La crise a eu l'avantage, la crise a eu l'avantage de nous rappeler que nous avons encore un certain nombre de faiblesses structurelles qu'il faudrait régler. Qu'il faut corriger. Et lorsque la crise arrive, moi je me rappelle, très vite les frontières ont été fermées. Et le gouvernement, à travers le ministre du Commerce, a commencé à se dire, attention, nous qui importons un certain nombre de choses, est-ce que nous avons suffisamment de stocks? C'était le cas du riz. Le ministre du Commerce nous a rassuré que nous avons des stocks pour tant de mois. Et après? Si la crise continue, si la crise perdure, si les frontières continuent à être fermées, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on se rend compte que le problème qui a déjà été posé un certain nombre de fois, à savoir une dépendance par rapport à des importations, notamment des importations des produits qu'on peut avoir sur place, cette dépendance-là, on devrait y mettre un terme. D'où la politique d'import-substitution, c'est-à-dire qu'on fabrique localement pour se substituer aux importations les produits que nous pouvons avoir ici. Quels sont les produits concernés? Bon, les produits, on en parle beaucoup. C'est essentiellement les produits dont on parle beaucoup, c'est essentiellement le riz, c'est essentiellement le poisson, c'est essentiellement le maïs, c'est essentiellement le lait. Pourquoi ces produits-là? Ça ne veut pas dire que c'est les seuls produits que nous importons, mais ça veut dire que c'est des produits que nous pouvons nous-mêmes produire. Enfin, si vous me permettez la tautologie, c'est des produits que nous pouvons nous-mêmes fabriquer sur place. Et consommer également. Et consommer. Rappelez-vous ce que le chef de l'État avait dit un jour, que notre problème, c'est que nous ne consommons pas ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce que nous consommons. Vérité intangible. Alors, l'approvisionnement alloué à cette import-substitution, je pense, est de l'ordre de 50 milliards de francs CFA. C'est suffisant? C'est pertinent comme provision budgétaire? Bon, il faut déjà savoir que nous n'allons pas du jour au lendemain complètement être autosuffisants. C'est-à-dire que l'action que le gouvernement va mener pour produire davantage le riz, le maïs, le lait, le poisson, c'est quand même, ça va prendre un certain nombre d'années. Nous commençons. Il y a eu un conseil de cabinet au cours duquel le ministre de l'Agriculture a fait le point sur les besoins qui peuvent être les siens pour commencer, et nous pensons que 50 milliards, c'est bon, c'est suffisant pour vraiment avancer et avancer significativement. Je crois que ce problème a également partie liée avec le Made in Cameroun, qui est aussi une obsession. Le président de la République en parle, le Premier ministre également, vous-même depuis le ministère de l'économie, c'est un concept qui revient. Ce Made in Cameroun, qu'est-ce que la loi des finances 2021 prévoit comme innovation pour soutenir et booster même le Made in Cameroun? Bien, déjà, comme j'ai dit, le Made in Cameroun, c'est produire localement. Donc, sur le plan budgétaire, on a déjà un certain nombre de ressources que nous mettons à la disposition des opérateurs économiques à travers les ministères concernés, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Élevage et même le ministère de la Recherche. Ministère de la Recherche et ministère de la Santé. Parce que même en matière de produits pharmaceutiques, nous allons faire un effort. Ça, c'est donc l'effort budgétaire. Mais il y a également un effort en matière fiscale. Il y a un certain nombre de déductions, d'exonérations qui ont été prévues pour encourager davantage les producteurs et les artisans locaux. Et même en matière budgétaire et douanière, il y a aussi le fait que nous avons pensé qu'il fallait renchérir. Parce que, vous savez, pour produire localement, pour avoir suffisamment de produits made in Cameroun, il faut aussi, disons le mot, décourager les importations. Et nous ne décourageons pas les importations en fermant les frontières, en disant qu'on n'importe plus, mais en taxant davantage les produits, les ouvrages en bois, etc., etc., parce que nous avons suffisamment de bois et nous pouvons produire suffisamment de meubles au Cameroun. Alors, les infrastructures routières et les enseignements secondaires, de même que les enseignements primaires, ont une part de budget importante. Pourtant, il ne s'agit pas de secteurs, on va dire, relevant de la formation professionnalisante. Qu'est-ce qui justifie l'enveloppe allouée à ce point-là, à ces secteurs, alors même que vous nous dites que les priorités sont en tout cas ailleurs? Bien, monsieur, tu sais, vous savez, quand on dit priorité, ça ne veut pas dire exclusivité. Il faut produire, c'est vrai, mais ne faut-il pas enseigner les Camerounais?
École primaire, il faut construire des écoles, il faut construire des lycées, etc. Les infrastructures routières, on le dit souvent, quand la route passe, le développement suit. Je n'ai pas besoin de rappeler l'importance de la route. Même si vous produisez, encore faut-il partir du lieu de production pour le lieu de consommation, c'est-à-dire pour les marchés, c'est-à-dire écouler la production. Donc les infrastructures routières, c'est extrêmement important et nous ne pouvons pas arrêter l'effort qui a commencé. Et s'agissant de ces infrastructures routières, évidemment, les collectivités territoriales décentralisées comptent beaucoup sur ces infrastructures, mais seulement le budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées ne répond pas aux injonctions, aux préconisations de 15% au moins des recettes budgétaires de l'État prévues par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Que dites-vous aux élus locaux qui s'en inquiètent? Bon, alors deux choses à dire. Deux choses. D'abord, il faut bien comprendre ce que ça veut dire 15%. La première chose, parce que certains ont fait un calcul extrêmement rapide, mais qui avait l'inconvénient de ne pas traduire la réalité. Beaucoup ont pensé que lorsqu'on dit 15%, ça veut dire 15% des ressources totales du budget. Nous avons essayé d'expliquer, notamment aux parlementaires, que lorsqu'on parle de 15%, il faudrait déjà comprendre que certaines recettes ne peuvent pas entrer dans cette assiette. Vous avez parlé des routes tout à l'heure. Si un bailleur de fonds, par exemple, prête 100 milliards à l'État du Cameroun pour faire une route, croyez-vous que nous allons appliquer 15% sur les 100 milliards? Non. Les 100 milliards ne vont pas entrer. Parce qu'on nous donne 100 milliards pour une route, on ne dit pas, bon, prenez 15% pour donner à la décentralisation. C'est la première chose. Donc, il y a un calcul qu'il fallait faire et on a bien précisé l'assiette de calcul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. Thuis, je vais vous dire, si vous regardez bien le budget, les ressources qui sont transférables, je le dis clairement, qui sont transférables, nous amènent à un chiffre qui est au-delà des 15%. Qui est au-delà des 15%. Je crois que c'est dans les 590 milliards. Mais je parle de ressources transférables. Pourquoi? Et ça, il faut bien le comprendre. Il y a des préalables qu'il faut régler. Parce que pour transférer les ressources, il faut que les compétences soient transférées. Vous comprenez bien? Les compétences doivent être transférées. Parce que les ressources que nous transférons, c'est pour payer un certain nombre de choses. Par exemple, la décentralisation, les textes disent que les écoles primaires seront de la compétence des communes, les lycées de la compétence des régions. Ça veut donc dire qu'il faut transférer cette compétence. Mais pouvez-vous me dire, M. Thuis, communes parmi nos régions, celles qui sont déjà capables de régler le problème de paiement des salaires des enseignants, qui vont leur revenir? Parce que c'est bien ça, on vous transfère des ressources pour faire face à un certain nombre de compétences. C'est justement ces moyens qu'elles attendent les collectivités. Mais oui, d'accord, c'est pour ça que je dis que pour transférer ces moyens, il faut transférer les compétences. Le transfert des compétences est le préalable. On commence par ça. Ce n'est pas qu'on envoie seulement l'argent. L'argent, c'est pour faire quelque chose. Il faut donc transférer les compétences. Et je peux vous dire que lors de la dernière session du Conseil national de la décentralisation, qui est présidée par le Premier ministre du gouvernement, des instructions ont été données au département ministériel concerné pour accélérer le transfert des compétences. C'est donc ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui n'est pas aussi facile qu'on le croit. Il faut bien que les gens sachent que on ne pouvait pas, contrairement à ce que certains pensaient, c'est-à-dire tout est déjà transféré, tout est déjà fait, la décentralisation est déjà réussie. C'est un processus qui prend un certain temps. Je vous prenais l'exemple du paiement des salaires des fonctionnaires ou alors des enseignants qui vont être remis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Avez-vous une commune qui a déjà une application informatique pour le paiement des salaires? Non. Pas possible. Ça veut donc dire que le paiement des salaires... On ne peut pas répondre ex cathedra. Il est possible qu'il y en ait qui aient quand même des outils, en tout cas... J'espère que vous êtes informés, parce que moi, les informations que j'ai, c'est qu'il n'y en a pas. C'est quelque chose d'assez complexe. Hein. C'est pas une accusation. Hein. Cela reste à vérifier quand même. C'est assez complexe. Mais ce que je veux donc dire, c'est que lorsque ces compétences seront transférées, les ressources qui existent déjà, parce que ces ressources ont été votées au niveau du Parlement, ces ressources qui existent déjà vont être transférées.
Je vous propose de nous arrêter à ce niveau, Monsieur le Ministre, pour prendre une des rubriques d'actualité hebdo désormais, le grand reportage d'actualité. Cette semaine, nous parlons justement du budget et des inférences liées au coronavirus. Vous en avez fait cas tout à l'heure. Notre reporter Cyril King-Mbepé est allé dégager toute l'incidence de la pandémie à coronavirus sur le budget de l'État en 2021. La mise en œuvre de la loi de finances est tributaire de l'évolution de la pandémie. Ces mots du Premier ministre chef du gouvernement ont résonné le 25 novembre 2020 au palais de l'Assemblée nationale. Joseph Dione Gouté présentait le budget 2021. Premier impact, le compte d'affectation spéciale passe à 195,2 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de plus qu'à son annonce en 2020. On comprend que la pandémie sera au centre de ce budget. Les mesures d'allègement fiscal sont maintenues pour soutenir le secteur privé. Bon, l'État a prévu, par exemple, le relèvement du taux d'abattement applicable sur les arrêts fiscaux non contestés de 30 à 50%. L'extension de l'échéancier de paiement de 6 mois à 12 mois. Vous avez évidemment la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés des PME, c'est-à-dire des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 3 milliards. La reconduction d'abord au titre de ce 2021 de la suspension de la taxe sur le séjour, la suppression de la taxe à l'essure. Le budget, 4 865,2 milliards de francs CFA. Les recettes internes de l'État sont évaluées à 3 456,5 milliards. Le reste passe par les emprunts. Le déficit est estimé à 1 484,8 milliards. L'État va le financer à travers des prêts-projets, des émissions de titres et autres appuis budgétaires. Le secteur productif, une grosse interrogation pour le gouvernement qui souhaite un taux de croissance de 3,3%. La croissance nationale va dépendre en réalité de vers où on souhaite exporter. Notre commerce avec des pays comme la Chine, notamment des pays comme les États-Unis, notre production est orientée vers ce type de pays-là. On peut espérer que, en réalité, on peut atteindre les taux de croissance fixés. Par contre, dans les pays de l'Europe en général, pour lesquels on a encore beaucoup plus d'incertitudes et où également une bonne partie de notre production vont quand même créer des soucis en termes de débouchés pour l'économie camerounaise. Pour une bonne exécution du budget post-Covid 2021, certaines mesures ordinaires restent indispensables. Il y a des investissements dans la qualité du capital humain. On a encore des secteurs pour lesquels on ne retrouve pas toujours la ressource pour conduire les affaires dans le secteur privé. L'État a choisi de poursuivre ses investissements dans les infrastructures, dont réduction des coûts, et investissement dans le secteur du routier, dans le secteur de l'électricité, parce que, bien évidemment, si l'énergie n'est pas au rendez-vous, forcément, il y aura très peu d'investisseurs qui seraient disposés à accroître la capacité de production. 2020 aura connu un budget rectificatif. Au moment où de nouvelles vagues de Covid sont annoncées ici et là, le Cameroun a intérêt à bien se tenir. Ce Covid-19 aura naturellement un impact sur la mobilisation des ressources du budget 2021 et nous allons en parler tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Mais déjà, comment réagissez-vous à l'élément que vous venez de regarder en termes d'objectifs à atteindre? Bien, alors il y a quand même quelque chose qui m'a un peu... Déjà, c'est un très bon reportage qui synthétise assez bien la situation. Mais on a employé une expression que nous-mêmes nous employons en moment post-Covid. Question de savoir, sommes-nous sortis de là? Pas encore. Sommes-nous sortis de là? Je ne crois pas, nous touchons du bois, nous avons quelques appréhensions, mais notre rôle est d'essayer de maîtriser la situation. Maintenant, pour ce qui est d'autres questions, notamment la mobilisation des recettes, nous sommes modérément optimistes.
Il y a deux termes là-dedans. Optimiste, mais de façon assez modérée. Alors pourquoi optimiste? C'est parce que lorsque l'ordonnance du chef de l'État est sortie, nous avions effectivement une crainte quant à une chute brutale de nos recettes. Et nous avons fait un peu le monitoring des choses, nous avons regardé et nous nous sommes rendus compte que les choses ne se passaient pas aussi mal qu'on l'aurait craint. Parce que nous avons engagé un certain nombre de ce qu'on appelle, nous appelons les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, c'est-à-dire les pertes de recettes fiscales, parce que nous accordons des exonérations et votre reportage en a fait état. Donc nous avions un certain nombre de craintes et lorsque nous avons vu comment les recettes ont évolué, nous nous sommes dit les choses ne vont pas si mal que ça. Raison pour laquelle, pour le budget, nous avons eu une petite croissance par rapport au budget corrigé 2020. Mais nous sommes modérément optimistes, ai-je dit, parce que, effectivement, quelle est la situation dans laquelle nous allons nous retrouver avec la pandémie du coronavirus? On nous parle d'une deuxième vague, on parle de ceci, on parle de cela. Donc nous regardons. Et si les frontières se ferment, il y a encore des conséquences, ça va jouer négativement sur notre budget. Mais le budget, comme vous le savez, a connu une augmentation de 5% par rapport au budget corrigé 2020. Je dis corrigé parce que nous n'en sommes pas encore à la loi des finances originelle. Hein. Cette augmentation, elle est réaliste au regard de ces contraintes? Bien sûr. C'est pour ça que je dis, nous n'en sommes pas encore au budget de 2020 avant correction. Nous sommes encore un peu moins, mais nous sommes déjà un peu mieux que le budget corrigé de 2020. Parce que pour en rajouter à votre modération, on peut évoquer d'autres éléments de contexte, par exemple le démantèlement tarifaire contenu dans les accords de partenariat économique, 15% d'exonération pour les produits de deuxième groupe, ça c'est depuis 2017 je crois, 10% pour les produits du troisième groupe depuis janvier, c'est quand même des pertes importantes pour l'assiette de l'État. Je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour en parler. Parce que la première chose que je voulais dire, c'est de vous rappeler que, et vous l'avez dit, hein, c'est depuis 2017, un peu, peut-être même 2014, et vous avez vu que malgré ça, le budget va quand même à la hausse. Hein. Donc, ce n'est pas maintenant que ça commence les APE. Les APE ont commencé, et les APE n'ont jamais entraîné la décrue dont certains parlaient. C'est la première chose. La deuxième chose, M. Tuisseux, je voudrais bien rappeler, parce que on parle toujours de pertes. Moi, je préfère parler de moins-value fiscale. Pourquoi? D'abord, c'est quoi les APE? C'est quoi tous ces accords, la zone de libre-échange? C'est tout simplement une doctrine de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On peut la partager ou non, ça c'est pas le problème. Vous la partagez? Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire que c'est les échanges qui impulsent la croissance et le développement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un pays qui se soit développé en s'arc-boutant derrière ses frontières. Les grandes puissances, les grands pays de ce monde, les échanges connaissent des échanges assez développés. Donc l'OMC dit casser toutes ces barrières douanières. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on signe ces accords, nous n'ignorons pas qu'il y aurait ce que vous avez appelé les pertes à la porte, c'est-à-dire à la douane. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire, comme on va importer plus, parce que ça coûtera moins cher. Prenez le cas d'un agriculteur. Si vous êtes agriculteur et que vous voulez vous lancer dans cette agriculture de deuxième génération dont le chef de l'État parle, c'est pas avec la machette, c'est pas avec la houe, c'est sûrement avec des tracteurs. Mais peut-être que les tracteurs coûtent cher. Avec la baisse du coût des tracteurs à la douane, les tracteurs seront moins chers. Et à ce moment-là, on l'espère, beaucoup plus de producteurs, beaucoup plus d'agriculteurs pourront acquérir des tracteurs. Et avec ces tracteurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup plus d'agriculture, la production augmente, la productivité augmente et donc les recettes augmentent. Et si les recettes augmentent, entre autres, les recettes fiscales augmentent, c'est-à-dire à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pari est que ce qu'on perd, moi j'aime toujours mettre perte entre guillemets, que ce qu'on perd à la douane est largement compensé par ce qu'on gagne parce que la production, parce que la productivité augmente. Mais on vous dira que cela fragilise aussi le marché local. C'est la concurrence. C'est la concurrence. Il revient à ce moment-là au gouvernement, et le gouvernement le fait. N'oublions pas qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement, la sous-traitance, un certain nombre de choses, la préférence nationale dont vous avez parlé. Maintenant, il faut bien appliquer cela pour que, effectivement, les producteurs locaux soient encadrés et soient accompagnés.
Maintenant, pour dérider avec vous, Monsieur le ministre, puisque vous avez dit qu'il fallait aussi être positif, il y a l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Sommes-nous prêts et compétitifs? Mais bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, pour ne rien vous cacher, les premières projections que nous avons faites au niveau du ministère des Finances, ce que vous appelez souvent les pertes, je mets toujours ça en guillemets, les pertes, oui, non, parce que quand on dit perte, on a l'impression qu'on perd, comme je viens de vous expliquer, j'espère que je vous ai convaincu, je viens de vous expliquer que ce qui nous échappe au niveau de la douane, nous le percevons à l'intérieur. D'ailleurs, avez-vous noté, Monsieur Thuis, lorsqu'on parle souvent des grands pays, vous avez noté qu'on ne parle jamais de la douane. On dit toujours les recettes fiscales. Cette année, les recettes fiscales. C'est-à-dire que la douane dans ces pays n'est pas vraiment un instrument de collecte de l'argent, mais de protection de l'espace national. Parce qu'il y a plus d'échanges, les choses arrivent, le commerce se fait. Il y a donc comment je peux dire, génération de recettes fiscales. Donc j'étais en train de dire que pour la zone de libre-échange, nous ne voyons pas une perte de plus de 3 milliards de francs CFA. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire justement, nous avons un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Il faut en profiter. Il faut baisser les barrières douanières. Donc ce qui se fait au niveau des APE, vous voyez que ça se fait même à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins internalisation de cette conception de l'OMC qui dit « vous ne vous développerez jamais si vous vous enfermez derrière les barrières douanières ». En matière de budget, Louis-Paul Motazé, l'État ne se suffit pas. Et c'est pour ça que le gouvernement préconise de lever environ 350 milliards de francs CFA auprès des banques commerciales. Est-ce qu'avec la morosité et la conjoncture actuelle, on a des garanties que les banques vont jouer le jeu? Bon, d'abord, c'est plus que ça. C'est plus que les 350. Là, vous avez peut-être parlé du marché domestique, du marché domestique. Pour nous, c'est un peu plus que ça. Exactement combien? À peu près 1300 milliards, à peu près. Bon, mais le problème, c'est que, est-ce que vous pensez que ça va se faire? Oui, ça se fait. Nous avons de plus en plus levé des ressources sur le plan domestique avec les emprunts obligataires et généralement, ce que nous demandons, nous le recevons. Souvent même, il y a des sursouscriptions, c'est-à-dire qu'un peu plus que ce qu'on a demandé, c'est nous-mêmes qui disons non, nous ne prenons que ceci, nous ne prenons que cela. Parce qu'on l'a souvent dit, on a souvent estimé que nous sommes surliquides, que nos banques sont surliquides, donc il y a des ressources. Il ne vous a d'ailleurs pas échappé qu'un pays voisin est venu au Cameroun également, a lancé également un appel public à l'épargne, a commencé par le Cameroun, c'est-à-dire venu chercher de l'argent au Cameroun. Donc les banques ont de l'argent, il s'agit maintenant de convaincre les banques que nous avons de bons projets pour qu'on nous prête cet argent et nous le faisons depuis parce que, 1, les projets sont bons, 2, l'argent qui nous est souvent prêté, nous l'avons toujours remboursé rubis sur ongle. Monsieur le ministre, pour ne pas parler absolument d'argent, parlons un peu du football. Et le CHAN, depuis qu'il a commencé? Oui, le Cameroun a joué 2 fois, j'ai été 2 fois au stade. Et chaque fois que vous avez entendu allez les Lions, c'était ma voix. C'était votre voix. Voilà. Très bien. On va donc, je l'espère, retrouver cette voix dans le reportage que je vous propose de suivre. C'est la grande enquête d'actualité que vous allez retrouver désormais tous les dimanches, mesdames et messieurs. Une enquête de Serge Atang-Nabisso qui nous amène justement dans les stades, pas pour suivre la compétition, mais pour voir comment les Camerounais se comportent dans ces infrastructures qui sont nouvelles, qui sont neuves et qui ont coûté de l'argent à l'État. Regardons d'abord ce reportage et nous revenons à vous. Il ne saurait être dit qu'on n'a pas essayé. Dehors, pas un coin ou ruelle où le balai n'est passé et repassé. Dedans, propre comme un sous-neuf. Quelque chose n'a pourtant pas marché. Maladie difficile à soigner. Le haut niveau s'accompagne du haut niveau. Le haut niveau infrastructurel devrait s'accompagner par le haut niveau comportemental. C'est dommage que nous constations ensemble quelques écarts de comportement, des gestes qui ne sont pas absolument bons. Côté. Enlève, laisse la honte de côté. Enlève ses pieds. Il a osé? Pas vraiment. Autre lieu, même mœurs. Le pipi facile, face marché central, pot de banane et orange pressés, naturellement jetés au sol. On peut aussi éviter le passage clouté, anticiper le feu vert pour passer.
Le linge sale à Ouarda se lave en public. Il faudra renommer ici la douche, comme à Douala, toute pudeur bue. Ces images sont donc simplement les nôtres. Le champ des incivilités. Le Chan, pardon. Partie perdue pour le Cameroun, car à côté d'eux, les joueurs nigériens et libyens ramassent leurs ordures des vestiaires pour laisser propre comme ils ont trouvé. L'incivisme, c'est un cancer au Cameroun. Si on ne peut pas vous offrir un bijou, on vous sert de la nourriture, vous mangez, vous versez cette nourriture au sol, c'est là où vous pouvez manger quand c'est au sol. Je me dis que c'est des gens qui ne sont pas camerounais. Ce ne sont pas des Camerounais. Parce que quand on a besoin de quelque chose et quand cette chose-là, nous nous comportons de cette manière, ça veut dire qu'on n'a pas, on ne veut pas le bien de notre pays. La toile s'est indignée, le ministre des Sports a parlé, ou plutôt écrit. Retour aux évidences. Les stades sont un espace de vie, de plaisir. La problématique de pouvoir les entretenir est liée à l'envie que nous avons à tenir notre environnement sain, propre et soigné. On ne peut pas se faire plaisir là où il y a de la saleté, on ne peut pas se faire plaisir là où il y a du désordre, on ne peut pas se faire plaisir là où c'est sale. Ou alors simplement faire comme le suggère ceci, pas si différent de cela. Comme on te voit, tu salis, on doit te demander de laver tout le stade pour une bonne position. En Russie, pour la Coupe du Monde 2018, on le suggérait fortement de ramasser ses ordures et les mettre dans la poubelle. Les bonnes manières étaient primées. Ces bonnes manières, un Chan en friche permanent. Tape là sur Google. Fonctionnaire. Tape ça. Tu es fonctionnaire, je pense que tu es arrivé. Et tu as dit que moi, je paie, non? Viens la paix. Regarde-moi un sale man. Quand tu regardes les gens. Voilà les vrais tassimans qui on s'en fout de ça, ça travaille la jambe. Sale comme un porc. Toi, tu es fort. Depuis là, ta bouche sent. Entre nous, ça ne fait pas rire. Monsieur le ministre, entre nous maintenant, vous et moi, vous êtes également indigné par ce que nous venons de regarder lorsque vous pensez aux moyens que l'État a mis dans la construction de ces équipements? On ne peut qu'être indigné, mais je crois qu'il faut rappeler deux choses. La première chose, c'est que le CHAN, certains disent que c'est une compétition mineure. Je ne sais pas si le terme mineur est vraiment adapté. Mais il faut savoir qu'on fait le CHAN parce qu'on va organiser la CAN. Ce ne serait donc pas bien que le monde entier ait vu nos stades. Et Dieu merci, hein, nous avons de beaux stades. Il faut remercier beaucoup le chef de l'État. Que le monde entier ait vu nos stades lors du CHAN, et lorsqu'on revient pour la CAN, c'est autre chose qu'on voit. Nous allons avoir une compétition bien plus importante que le CHAN. Donc ces infrastructures et les autres qui vont s'ajouter doivent être bien conservées. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est une réflexion qui a commencé au niveau du gouvernement, c'est que les stades, il faudra les faire vivre. Il faudra que nous réfléchissions, que nous trouvions comment on peut faire de ces stades ce que je peux appeler des centres de recettes. Parce que sinon, si nous n'avons que des stades, parce qu'une fois ou deux, des gens viendront jouer, il risque d'y avoir des dégradations. Comment faire en sorte que nous mobilisions des recettes, que ces stades-là créent de la richesse pour s'auto-entretenir, etc., etc. Et ça nécessite que les stades restent en bon état. Monsieur le ministre, parlons maintenant de quelques sujets qui dérangent. Par exemple, la question de la qualité de la dépense. Évoquons un fait, le déséquilibre entre les ressources qui vont au fonctionnement de l'État et le budget d'investissement. On constate que malgré la conjoncture, les hauts responsables de l'État, certains emmènent large et d'autres roulent carrosse. À quand la réduction du train de vie de l'État? Est-ce que c'est une priorité dans vos prévisions budgétaires? Peut-être faut-il rappeler ce que c'est que le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement comporte en grande partie, des dépenses qui sont dites des dépenses incompressibles. Nous avons plus de 1000 milliards pour les dépenses de salaires, pensions, etc. Plus de 1000 milliards. On ne peut pas les couper. Sur un budget de 4800, on a presque le quart, rien que pour les salaires. Il y a le fonctionnement de l'État.
faut bien qu'il y ait l'électricité, il faut bien que, il faut le mobilier, etc., etc. Maintenant, je suis d'accord. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a une bonne partie, parce qu'on compare toujours en disant budget d'investissement, budget de fonctionnement. Et il y a déjà une bonne partie, c'est des dépenses incompressibles. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut lutter contre la gabégie, contre les dépenses inconsidérées? La réponse est oui. Je crois qu'on essaie de le faire tant qu'on peut. Mais peut-être qu'on juge souvent les choses par des choses un peu anecdotiques. On a acheté les voitures, il faut bien les voitures. Hein, par exemple, une voiture de 80 millions de francs CFA pour travailler dans la zone urbaine. Alors, je ne sais pas si c'est forcément en zone urbaine, hein, sauf si vous réussissez à me convaincre que ceux qui achètent des voitures de 80 millions ne restent qu'à l'intérieur des Yaoundé. Je crois qu'ils vont aussi ailleurs. Et en plus, on n'achète pas que des voitures de 80 millions, il y a des voitures qu'on achète à un prix beaucoup moindre. Mais concrètement, est-ce que le déséquilibre a quand même été amorti dans le budget actuel? Entre l'investissement et le fonctionnement. Ouais, peut-être qu'il faut repartir un peu quelques années en arrière. Hein. Il y a pas longtemps, nous avions des budgets d'investissement qui tournaient autour de 15-17% du budget. Nous en sommes, pour cette année, pour ce budget 2021, le chiffre est de 27% si mes souvenirs sont bons, parce qu'on a un budget d'investissement de presque 1300 milliards de francs CFA. Vous savez que ces derniers temps, nous avons quand même surinvesti. Nous avons beaucoup investi, notamment pour le CHAN, pour la CAN, pour le plan d'urgence, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a eu une légère décrue, parce qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans, je me rappelle, le budget d'investissement avait atteint un plafond de presque 35 à 36% du budget. Donc si on est descendu à 27%, et avec la crise que nous connaissons, M. Tuisseux, vous savez, le budget c'est quoi? C'est 3 grandes parties, ça, je vais résumer. Il y a le fonctionnement, il y a l'investissement et il y a la dette. Bon, alors, la dette, il faut la payer. Parce que si vous ne payez pas votre dette, vous dégradez votre signature. Et la conséquence c'est quoi? Soit on ne vous prête plus de l'argent, soit alors on vous prête de l'argent, mais à des taux élevés. Donc il faut payer la dette. On ne peut pas s'amuser avec. L'investissement, c'est bon, parce que c'est l'avenir. Et le fonctionnement, on en a parlé. Ça veut dire qu'il y a souvent ce qu'on appelle des effets d'éviction. C'est-à-dire que si, et c'est ça qu'on a vu avec la crise, nous avons une crise assez difficile dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça entraîne des dépenses militaires. Si vous avez ces dépenses militaires, vous n'allez pas dire ne dépensons pas parce que l'investissement, non. Il faut dépenser. Et ce que vous dépensez, cela, ça quitte de quelque part. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Alors, parlons un peu des frais de bouche et de repas qui ont été, on peut le dire, évacués partiellement de ce budget avec l'annulation des cérémonies de présentation des vœux qui représentent également un gouffre. Qu'est-ce que vous allez faire de ces ressources-là? Est-ce qu'elles vont être réinvesties clairement à d'autres dépenses importantes? Bon, il y a certains principes en matière de gestion des finances publiques. Il y a le principe de non-affectation des ressources aux dépenses. C'est-à-dire que nous avons un budget global et les ressources, on sait déjà à quoi elles servent. Si ces dépenses-là ne seront pas réalisées, cet argent-là va bien servir à autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure des emprunts, c'est-à-dire que l'emprunt c'est quoi? C'est ce qui nous permet de financer ce qu'on appelle le déficit budgétaire, c'est-à-dire le gap qu'il y a entre les ressources propres et les dépenses qu'il faut financer. Il y a un gap et c'est ça le déficit budgétaire, on le finance à travers les emprunts. Ça veut donc dire que si on évacue un certain nombre de dépenses comme celle que vous avez, celle dont vous avez parlé, ça nous permet de réduire le besoin de financement du déficit budgétaire. Dites-moi, Monsieur le ministre, la dématérialisation des procédures fiscalo-douanières, qu'est-ce qu'elle visait? La réduction des délais ou la lutte contre la corruption? Les deux. Ou les deux? Les deux. Les deux. C'est-à-dire, c'est d'abord une amélioration. Au lieu que les gens se baladent toujours de service en service, c'est bien de faire des choses en ligne. Au niveau des impôts, on le fait déjà assez bien. La douane s'est également lancée et tout. Mais ça a aussi cet avantage que ça réduit le contact physique entre les individus et donc quelques pratiques dont vous avez parlé et qui ne nous honorent pas. La corruption. Vous êtes au courant des survivances de ces pratiques parce que certains de vos collaborateurs, malheureusement, brille par des pressions peu orthodoxes, on va dire. Mais je suis d'autant plus au courant que c'est moi qui sanctionne ces pratiques.
Nous avons déjà pris en tant que ministre un certain nombre de décisions pour frapper. Vous comptez monter d'un cran ? Vous savez, ce n'est pas une opération en tant que telle. Lorsque nous estimons qu'il y a eu des pratiques qui ne sont pas dignes de notre administration, nous frappons. Est-ce qu'on va monter d'un cran? Je n'en sais pas. Pour monter d'un cran, il faut que les pratiques montent aussi d'un cran. Mais je crois que les gens sont assez conscients du fait qu'au niveau de l'administration, les mesures vont être fermes et nous essayons de les appliquer fermement. Et cette dématérialisation, elle vous donne satisfaction parce que les opérateurs économiques continuent quand même d'observer que des marchandises peuvent valoir encore 2 semaines pour leur enlèvement. Ce n'est pas ce qui était souhaité. Ah oui, mais est-ce qu'elle nous donne satisfaction? Oui. Pourquoi? Parce que les opérateurs dont vous parlez, c'est eux-mêmes qui nous disent que ça va. Bon, maintenant, il y a d'autres opérations. C'est souvent très complexe, surtout en matière douanière, parce qu'on confond souvent beaucoup de choses. Vous savez, les opérations douanières se font dans un espace qu'on appelle le port. Il y a des choses qui relèvent du port, de l'administration du port, il y a des choses qui relèvent du navire, il y a des choses qui relèvent de la douane. Les retards dont vous parlez ne sont pas toujours du fait de la douane. Quels résultats avez-vous atteint dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État? Bien, nous pensons quant à nous que les résultats atteints sont bons. Même si nous ne rêvons pas, parce que nous n'avons jamais pensé que nous avons attrapé tout ce qui fraudait. Mais c'était déjà bien, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons, grâce à cette opération que nous avons lancée, nous avons déjà, faisons des économies de presque 30 milliards par an. En 2020, nous avons continué cette fois-ci avec ce que nous appelons les ayants droit. Les ayants droit, ceux qui bénéficient des pensions, etc., etc. Et là également, nous avons débusqué plus de 5000 faux ayants droit avec des économies qui tournent autour de 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA. Ça veut dire que nous sommes quant à nous contents, mais les opérations doivent se poursuivre. Déjà, même pour cette opération-là, peut-être qu'elle va beaucoup plus utiliser la biométrie, je n'en sais rien, mais il ne faut pas arrêter en se disant qu'on a fait. Non, il faut faire ça autrement. Non seulement ça, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a les baux. Les locations administratives, là aussi, des enquêtes ont commencé. Nous travaillons avec le ministère chargé des domaines, et là aussi, nous voyons des choses qui ne sont pas tout à fait orthodoxes, et qui nous laissent comprendre que là également, il y a beaucoup d'économies qui pourraient se faire. Monsieur le ministre, vous comprendrez pourquoi je vous pose cette question tout à l'heure, mais dites-moi, les Camerounais ordinaires vous appellent le grand argentier. Est-ce qu'il arrive au grand argentier d'être fauché? Oui, il arrive au grand argentier d'être, pas à titre personnel, je ne veux pas dire que moi-même je ne suis pas fauché à titre personnel, mais je veux dire que sur le budget de l'État, on n'a pas du déficit. Non, vous en tant que citoyen. Bien sûr, là même je suis fauché. C'est à vérifier. En tout cas, Monsieur le ministre, cette question, c'était pour introduire le prochain sujet. C'est un grand reportage, précisément une chronique sociale qui va revenir également maintenant comme rendez-vous dans Actualité. Il s'agit d'un cri sur le mois de janvier que les Camerounais appellent la janviose. Lente et longue janviose, la chronique de Franck Evina. Au Cameroun, les années commencent toujours ainsi. Une maladie imaginaire qui, il faut l'avouer, n'a jamais tué personne. Car la janviose ne provoque aucun trouble de l'organisme. Pas besoin d'un quelconque traitement clinique. Ce sont les poches qui souffrent. La janviose, comme vous l'appelez, en réalité est un néologisme créé par les Camerounais qui exprime la difficulté qu'il y a à traverser le moment de janvier. C'est comme si les jobs ont arrêté. Il n'y a plus de petits appels, viens faire ceci, viens faire cela. En temps normal, je peux faire peut-être 50 000 jours. Mais maintenant, c'est à peine qu'on peut avoir même 20 000. Cause courante de la janviose, les dépenses exorbitantes des fêtes de fin d'année. Une situation sociale qui intéresse de façon particulière cet enseignant-chercheur sociologue qui y consacre un article scientifique en cours de rédaction. Il faut remonter à l'histoire de l'organisation, du salariat et de l'entrepreneuriat. Il y avait le concept du 13e mois qui faisait que le mois de décembre était payé en double. Et
Effectivement, ça permettait aux fonctionnaires et aux agents de bénéficier de plus d'argent pendant un mois. Sur les médias sociaux, rire des mots de poche causés par la janviose apparaît comme une thérapie. Des hashtags et des internautes plutôt goguenards. Mais quitter le virtuel, la réalité dans les foyers n'a rien d'amusant. Au mois de janvier, je me suis retrouvée en train de baisser, par exemple, l'argent de beignets de mes enfants. Et puis les repas, je peux faire maintenant mes repas peut-être après 2 jours. Je me suis retrouvé à un moment à la maison avec une somme de 150 francs. Je me rends donc compte qu'il y a du riz à la maison. Je suis allé chez le boutiquier, j'achète un sachet de tomates de 100 francs avec un cube de 50. Je me suis fait un sauté de riz. Je me rappelle même qu'il n'y avait pas assez d'huile. Je me suis retrouvé avec le fond d'une bouteille d'huile en train d'asperger au-dessus de mon riz sauté. Le plus difficile dans la dèche de janvier, c'est que le mois semble anormalement long. Aujourd'hui, le 13e mois qui est en train de disparaître au fur et à mesure, c'est un seul mois qui désormais supporte non seulement les fêtes de fin d'année, mais également doit supporter le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de janvier. Il faut souligner que cette problématique est surtout liée au salariat, c'est-à-dire des gens qui attendent la fin d'un mois pour percevoir de l'argent et dépenser pour attendre un autre mois. Heureusement, quelle que soit la longueur de janvier, février finit toujours par arriver. D'ailleurs, un citoyen en phase terminale de janviose rappelle à l'invité d'Actualité Hebdo l'échéance prochaine des salaires. Pour enfin éradiquer l'épidémie financière de janvier 2021, en attendant une autre vague en janvier 2022. Monsieur le ministre, pour les fonctionnaires et les agents de l'État, en tout cas, la janviose, c'est presque terminé, vous les rassurez, avec les salaires Non, je les rassure. Bon, quelqu'un m'a aussi envoyé sur ma boîte ce message, dit à Motazé que ça fait 30 jours qu'il nous a payé parce qu'en décembre, le Trésor public a payé les salaires peut-être le 21 ou le 22 pour que les gens puissent passer de bonnes fêtes. Donc, on me rappelait que ça fait 30 jours. C'était le 22, j'étais à Ebolo. Mais ce que je veux dire, c'est que les salaires sont payés depuis le 22 et certains depuis le 23. Donc, ça va. Certains publics nous suivent à partir des plateformes digitales de la CRTV, Facebook et Twitter. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous répercuter leurs préoccupations. Le temps peut-être de vous entendre sur une question de l'actualité. Camerco, la compagnie nationale. Monsieur le ministre, malgré la valse incessante des dirigeants et tous les fonds que l'État injecte, Camerco reste entre guillemets cloué au sol. Quel est le problème? Quelle serait la solution de votre point de vue? Bien. Mon point de vue, c'est pas forcément un point de vue personnel, hein, de par mes fonctions, j'ai sous ma tutelle la commission technique de réhabilitation des entreprises. Et nous avons identifié un certain nombre d'entreprises qui méritaient d'être réhabilitées. Et Camerco en est une, parce que vous l'avez rappelé, il y a pas mal de fonds publics qui sont injectés dans cette entreprise. Les résultats ne suivent pas. Première chose. Deuxième chose, le chef de l'État tient à cette compagnie aérienne. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Donc nous avons déjà lancé un audit et les premiers résultats de l'audit confirment ce que nous avons toujours dit. Vous savez, M. Tuisseux, si une entreprise doit remplacer 6 fois, 7 fois des dirigeants, vous ne pouvez pas penser que tous ces dirigeants sont mauvais. Ça veut peut-être dire que le problème est ailleurs. Donc il faut s'attaquer justement. Oui. Donc pour nous, les problèmes sont structurels. La première chose, l'État qui est l'État propriétaire, l'État actionnaire, c'est-à-dire l'actionnaire unique, devrait déjà définir ce qu'il attend de la compagnie aérienne. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, ce qu'on constate jusque-là, moi je l'ai plus ou moins constaté, c'est que beaucoup de dirigeants arrivent et ont leur plan d'action, leur programme, qui n'est peut-être pas celui qui aura été défini, si ça existe, si ça existe par l'État. Par exemple, nous on sait que le chef de l'État ne veut plus entendre parler de cette coupure entre le Nord et le Sud. On devrait pouvoir aller Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, et inversement. Ça, le chef de l'État, ok. Donc ça, les destinations domestiques. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est le minimum à faire.
Mais il faut déjà le faire, il faut déjà bien le faire. Bon, maintenant, vous pouvez avoir un dirigeant qui arrive et dont le rêve est d'abord d'aller à New York, d'aller à Paris, etc., etc. Est-ce la priorité? Je n'en sais rien. Et s'il faut y aller, il faudrait peut-être qu'on présente des études sérieuses montrant que c'est des lignes qui pourraient être rentables. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je crois que c'est un problème structurel. Il faut qu'on définisse bien ce qu'on attend de la compagnie aérienne. Et même lorsque nous sommes dans ce que nous appelons le réseau domestique, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire national, qu'on peut prolonger vers N'Djamena ou vers Bangui, nous devrions être prêts, le gouvernement devrait être prêt à considérer que peut-être certaines des lignes seront ce qu'on appelle le service public. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas forcément de l'argent. Et si on ne gagne pas forcément de l'argent, et comme c'est des lignes de service public, le gouvernement devrait être prêt à compenser ces pertes par ce qu'on appelle des subventions d'équilibre. Mais encore faut-il bien les calculer et donc permettre à la compagnie d'avoir ces subventions d'équilibre pour continuer à bien faire ces liaisons à l'intérieur du territoire national. Et imposer maintenant que chaque fois que vous voulez aller hors de ce périmètre-là, vous allez à Abidjan, ou à Dakar, ou à Paris, etc., ça doit être conditionné par des études préalables qui démontrent les rentabilités de ces lignes. Il nous faudrait toute une émission pour parler de Camerco et certainement même avec d'autres intervenants. Je voudrais, Louis-Paul Motazé, vous inviter à surfer rapidement sur quelques réactions d'internautes sur nos plateformes digitales. Il y a Nathalie Manga qui vous demande pourquoi le Code général des impôts 2021 n'est toujours pas disponible sur le site de la DGI. Des impôts. Oui, le code 2020 est sur le site. 2021, ça doit être juste un retard de j'ai presque envie de dire quelques jours. Je suis sûr que dès la semaine prochaine, il sera disponible. Il suffira d'un clic. Oui. Patrice Emery Zekoya, les fonctionnaires enseignants ont des problèmes de complément de salaire. À quand la fin de ces systèmes de 2 tiers chez les enseignants? Bon, alors il faut savoir que ce n'est pas un système en tant que tel. C'est que le gouvernement, le problème que nous avions souvent avec les enseignants, c'est que il y avait beaucoup de temps entre le jour où ils commençaient et le jour où ils étaient vraiment intégrés. Et le gouvernement a pris la décision qu'en attendant que ces actes d'intégration ne soient signés et qu'ils touchent leur salaire, qu'on leur donne quelque chose, une espèce d'avance sur salaire. C'est ça qui correspond aux 2 tiers. Pedro Yon Akono, à quel niveau se situent les avancements automatique des 24 000 instituteurs contractuels? Quand est-ce que ces avancements seront effectifs? Bon, alors, il faut... Déjà, les textes d'avancement ne sont pas de la compétence du ministère des Finances. C'est des textes qui sont pris au niveau des ministères utilisateurs. Bon, nous savons qu'il y a effectivement un débat, parce que maintenant, pour que vous avanciez, il faut un certain nombre de choses, les bulletins de notes, il faut ceci, il faut cela, il y a des conditions pour que vous avanciez. Ce n'est qu'après qu'au niveau des finances, on prend la conséquence salariale de ces avancements. Et il y a un débat qui a cours au niveau du ministère au niveau de la fonction publique, pas du ministère, mais de la fonction publique en général, qui est de dire, a-t-on besoin de produire des documents pour qu'on avance? Est-ce que l'avancement ne doit pas être tout simplement automatique? C'est une réflexion qui est en cours, laissons la réflexion se poursuivre. En attendant, réponse à Prosper Etoundi qui vous demande à quel niveau se situe le budget du plan triennal jeune? Bien, si mes souvenirs sont bons, lorsque le chef de l'État a décidé de ce programme triennal jeune, c'était un budget d'à peu près de 102-103 milliards, si mes chiffres sont bons, si mes souvenirs sont bons, et c'était un plan triennal. Triennal, ça veut bien dire 3 ans. Ce que je sais, c'est que, parce qu'il y a 2 choses, il y a le budget, il y a la trésorerie. Sur le plan budgétaire, nous, on a déjà engagé tous les 103 milliards. La dernière tranche, c'était pour le budget 2021. Ça, c'est sur le plan budgétaire. Il se fait maintenant que sur le plan trésorerie, effectivement, on n'a pas pu dégager toutes les ressources. Parce que vous savez, la crise est là. La crise est là. Et quand la crise est là, on ne réussit pas à faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais sur le plan budgétaire, nous avons déjà engagé des dépenses et d'année en année, chaque année, il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à la disposition du ministre compétent, du ministre de la Jeunesse. Mais sur le plan trésorerie, il y a eu quelques retards qui vont être résorbés progressivement.
Terminons un peu par vous-même, Louis-Paul Motazé, personnalité politique. Comment vous projetez-vous dans l'avenir comme personnage de l'espace public camerounais? On va dire, je donne un horizon au hasard, 2025. Je ne sais pas pourquoi 2025. Ce que je sais, c'est que je suis un membre du gouvernement qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est lui seul qui sait quand il peut m'enlever cette confiance. Donc, j'essaye aussi, de par mes fonctions, de ne pas me projeter. Voyez-vous, monsieur Tuisseux, je dois gérer des situations extrêmement complexes. Il faut payer presque 105 milliards. Chaque mois, il faut les trouver pour les salaires des fonctionnaires. Je voudrais vous dire que vendredi, il n'y a pas longtemps, vendredi, j'ai dû appeler le ministre de la Santé parce que j'ai souhaité qu'il me fasse un peu le point des scénarios qui sont à son niveau avec la pandémie du coronavirus. Parce que je n'aimerais pas que brutalement ça me tombe sur la tête, à savoir que la pandémie s'est aggravée, il faut un peu plus d'argent pour faire des tests, il faut un peu plus d'argent pour créer des lits d'hôpitaux, etc., etc., etc. Quels sont les scénarios qu'il a avec lui, pour que j'intègre ça dans ma gestion de trésorerie. Parce qu'il faut planifier les choses. Voilà les choses qui me préoccupent. Et vous savez, M. Tuisseux, vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes un génie, vous ne pouvez pas, alors que vous avez ces opérations, ces réflexions à court terme, vous projetez sur 2025. Je ne sais pas si 2025, je serai même encore au gouvernement. Je suis là aujourd'hui et je travaille pour aujourd'hui. En un mot, pour vous, vous n'y songez pas en vous rasant chaque matin comme certains 2025. Je me rase chaque matin, mais je songe à quelque chose. Les salaires seront-ils payés? Le fonctionnement de l'État va-t-il être assuré? Nous avons des militaires qui se battent au front. Les militaires auront-ils ce dont ils ont besoin pour protéger l'État? Voilà ce qui est ma préoccupation. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, j'ai été heureux de vous accueillir comme invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Moi, je vous félicite parce qu'à l'introduction, j'ai compris que vous reprenez quelque chose d'important, cette fameuse émission. J'ai déjà été invité une fois, je crois que j'étais DG de la directeur générale de la CNPS et vous m'avez encore invité aujourd'hui. C'est une belle émission, c'est une belle aventure pour vous et je vous souhaite bonne chance. Merci, j'espère que vous reviendrez. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette édition d'Actualité Hebdo. Retrouvons-nous donc désormais tous les dimanches sur la CR TV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.